Le retour des défigurés donc, de la Grande Guerre. Donc, au sortir de la guerre, les mutilés font partie intégrante donc, du paysage de la société. Et en ce sens, donc, le défilé de la victoire du 14 juillet 1919 témoigne donc, par la mise en avant du cortège de mutilés. Et parmi eux, donc, on le voit ici représenté à travers cette peinture de Galtier-Boissière, donc de nombreux défigurés de guerre, de la reconnaissance de la nation à l'égard donc de ceux qui ont tant souffert dans leur chair. Il traduit également une forme d'héroïsation de la blessure et par là une certaine valorisation aussi du mutilé. Mais pour beaucoup de mutilés, il a fallu apprendre à vivre au quotidien avec un corps détruit. Pour les blessés de la face, il a fallu accepter un visage qui n'était plus le sien. Il a fallu reconstruire une identité à partir d'un nouveau visage. Il a fallu reconstruire aussi une relation à l'autre. Il a fallu aussi se réinscrire dans un cadre professionnel et plus largement dans la société. Et donc pour beaucoup de défigurés de guerre, la vie après la guerre n'est que le prolongement de la guerre. Au lendemain du conflit, la fermeture des lieux de soins, la démobilisation des soignants, la démobilisation aussi des blessés marquent donc la fin de la reconstruction de leur visage détruit. Il leur faut donc quitter l'environnement protecteur de l'hôpital pour affronter l'autre. Alors, il apparaît difficile d'apercevoir les défigurés de guerre en dehors du discours médical et plus encore de les saisir dans l'immédiate après-guerre. Dans le retour, donc, dans la sphère intime, dans la société et en particulier dans leur démarche de réintégration par le travail. L'historien perd sa trace faute de sources. On ne retrouve une visibilité qu'à travers l'association des gueules cassées, née donc au lendemain de la guerre, en juin 1921, donc l'Union des blessés de la face. Donc on le voit essentiellement à travers un discours associatif. Donc je vous propose ici d'examiner donc le retour des gueules cassées de la Grande Guerre à travers le parcours de l'un d'entre eux, Albert Jugon, figure emblématique donc, des défigurés de la Première Guerre mondiale et l'un des pères fondateurs de l'association et que l'on voit photographié ici donc, avant l'atteinte en 1911. Donc, nous verrons ainsi donc, de quelle manière s'est fait donc, ce retour à l'intime, à l'emploi, à la société civile et de quelle manière aussi s'est imposée à lui l'idée de fonder une association regroupant les défigurés de la guerre. Donc d'abord, un premier point, donc, le retour à l'intime. Donc Albert Jugon a été blessé donc, le 16 septembre 1914. Il a été hospitalisé pendant toute la durée de la guerre. Et à l'armistice, donc, il choisit de rester au Val-de-Grâce, où il a été soigné en partie, pour devenir donc infirmier et aider ses camarades d'infortune qui étaient encore hospitalisés. Donc jusqu'à sa démobilisation, sa propre démobilisation en janvier 1920. Donc il quitte l'univers hospitalier avec le visage donc, qui apparaît ici, photographié donc en février 1920. Alors sur le retour à l'intime, en fait, les liens entre Albert Jugon et ses proches n'ont jamais été véritablement rompus. Dès les premiers jours après sa blessure, Albert Jugon envoie des lettres à son frère aîné, Henri, que l'on voit ici, donc à droite de l'écran, que l'on voit donc ici, à son frère aîné, et c'est ce frère aîné donc, qui endosse le rôle de messager auprès de la famille. Il transmet ainsi donc, les dires d'Albert sur les circonstances de sa blessure, sur l'ampleur de l'atteinte. Il joue notamment la photographie que l'on vient de voir, donc, prise déjà 3 mois après l'atteinte reçue donc, en septembre. Et cette correspondance entre les deux frères leur permet de se découvrir mutuellement. De toute évidence, la mutilation d'Albert contribue donc à les rapprocher, initiant donc une relation entre les frères, donc faite de confiance et de confidence mêlée. En effet, Albert Jugon donc, confie peu à peu les sentiments qu'il voue à son frère aîné, sentiments donc,
empli donc d'une admiration restée silencieuse jusque-là, et qui le place bien au-dessus de lui-même dans de nombreux domaines. Il ne tient pas rigueur à ce frère aîné, Henri, donc de sa situation privilégiée, ce dernier ayant été mobilisé à l'arrière du front. Même s'il le considère comme un embusqué, il préfère le savoir préserver les réalités du champ de bataille. Et de son côté, Henri n'a cessé donc de témoigner son affection à son jeune frère, Albert, lui adressant notamment de petits colis à l'hôpital, des fleurs pour sa fête ou encore des livres. Avec Henri seulement, il évoque son état moral, lui demandant de ne rien dire de son cafard au reste de la famille. Et à travers ce frère aîné, il participe également aux affaires du groupe familial en réglant certaines donc, à distance, notamment celles se rapportant à la séparation de ses parents, intervenue donc, avant la guerre, et à la liquidation donc, des biens communs. Et donc leur correspondance rend compte donc d'une continuité véritable de la vie familiale et sociale. C'est à ce frère aîné donc, que revient surtout donc, la charge de préparer le terrain auprès des personnes de sa famille sur la nouvelle apparence d'Albert et aussi donc, sur ses troubles fonctionnels. En particulier donc, ses difficultés d'élocution, d'alimentation, qui sont quand même très prégnants chez lui. Il dit notamment « Il leur sera aussi très pénible d'apprendre que je ne pourrai vraisemblablement plus manger de solide et il vaut mieux qu'il s'y soit fait donc, avant mon retour que d'être mise directement donc, en présence de la réalité. » Donc, Albert Jugon rend visite aux siens pour la première fois donc, à Argenteuil en mai 1916. Donc, il vient de subir quelques semaines précédemment donc une importante opération qui lui a permis notamment de boucher toute cette cavité ici qui présentait donc un large trou, et donc cette opération l'a rendu en quelque sorte plus humain, présentable en tout cas aux autres. Et première impression d'Albert après ses retrouvailles, il dit j'ai trouvé la famille tout à fait normale. Et seule en fait sa jeune nièce semble avoir éprouvé des difficultés dans cette confrontation à sa nouvelle apparence. Il ajoute néanmoins, il dit donc elle a été vite habituée, bien que ma blessure l'impressionne toujours un peu. Donc elle a eu une phase d'adaptation et une relation très particulière est née en fait entre donc, Albert et cette jeune nièce. Mais l'un des aspects donc, les plus marquants de la reconstruction des relations personnelles d'Albert a trait à sa fiancée, Angèle, rencontrée avant la guerre. Albert donc, reconnaissait qu'il eût pris la décision de l'épouser si la guerre n'était pas venue donc, interrompre leur relation, mais ils n'étaient pas encore officiellement fiancés. Donc leur relation reposait avant tout sur un engagement moral. Avant son départ à la guerre, donc Albert a écrit une lettre à Angèle où, donc, convaincu qu'il allait mourir, s'est ouvert sur ses sentiments. Une lettre donc, qui a fini, dit-il, par me donner donc, son cœur, d'où elle a pu s'estimer ma fiancée. Donc, Angèle est pourtant au centre de tensions importantes, toute la famille d'Albert ayant envisagé l'union d'un très mauvais œil, et sur le motif de ses réticences, le motif de sa réticence a trait d'abord à la santé délicate de la jeune femme, même si rien n'est dit sur la source de cette fragilité. Et dans une lettre de novembre 1915, Albert reconnaissait lui-même qu'elle serait, je le cite, meilleure cliente pour le pharmacien que pour le boulanger. À cela s'ajoutent donc des reproches touchant à ses origines sociales. Ainsi, donc, dans une lettre de juin 1916, Albert la décrit, je cite, comme une enfant du peuple d'un rang social très modeste, mais n'ayant pas un développement intellectuel supérieur, ce qui l'a fait porter des jugements plus ou moins téméraires. Si elle devient ma femme, comme cela est très probable, je me propose d'en faire un peu l'éducation. Angèle, donc, en fait, lui a rendu visite. Elle n'a pas flanché lorsqu'elle s'est rendue donc, au chevet d'Albert en mars 1916, et ce dernier admettait qu'elle avait fait preuve d'une grande force morale. Donc si Angèle a donné les plus hautes preuves de son attachement envers Albert, en fait c'est lui qui, peu à peu, a pris ses distances avec la jeune femme, et c'est lui donc, qui prend finalement la décision de la séparation.
Tout revient pour l'essentiel à la défiguration et à sa nouvelle apparence. Jugon affirmait donc en mars 1916, je le cite, « Je me tiens un peu réservé vis-à-vis d'Angèle au cas où une guérison plus ou moins certaine m'empêcherait de lutter convenablement pour l'existence et de tenir les engagements que j'ai pris auprès d'elle avant la guerre. » Et de manière à répéter, il fait part de ses inquiétudes sur sa capacité à fonder un foyer. Il dit notamment « Ma résistance physique sera-t-elle assez forte pour soutenir la lutte pour l'existence ? Je le crois, mais offrira-t-elle des garanties suffisantes pour la fondation d'un foyer ? C'est là un point capital sur lequel il n'y a pas lieu de s'engager à la légère et auquel je pense quelquefois sans trop l'approfondir, car je dois attendre donc les résultats du traitement avant de rien dire, mais enfin, il est bon de prévoir un peu et de temps en temps, je pense à cela. Alors peut-être a-t-il voulu préserver aussi Angèle, peut-être a-t-il senti qu'une barrière s'était glissée entre eux, un doute touchant donc à l'acceptation par Angèle des contraintes liées à cette défiguration. Donc la rupture intervient en octobre 1916 et les retards pris dans la reconstruction de son visage, l'attente non satisfaite d'intervention chirurgicale, susceptible donc de modifier de manière visible son visage, ont sans doute donc achevé de convaincre donc Albert de se détacher de cette jeune femme. Alors, donc la rupture ne relève pas donc de l'initiative de la jeune fille qui a été placée donc devant la décision d'Albert, qui n'est jamais revenu dessus. Au lendemain de la guerre, il se marie avec Louise, beaucoup plus jeune que lui, une quinzaine d'années donc plus jeune que lui, et ils fondent effectivement un foyer. Et ils ont ensemble 2 enfants, Alice et Malou. Il divorce cependant donc, en 1949, la démarche est quand même peu courante à l'époque, et Albert s'est tourné vers une autre compagne qui va le soutenir jusqu'à sa mort, qui intervient 10 ans plus tard, en 1959. Et il est mort, peut-on lire donc, dans l'un des bulletins de l'Union des blessés de la Faim, je cite, « entouré des soins les plus attentifs de son épouse dévouée et de ses camarades de Moussy, où il s'était réfugié, ses forces l'abandonnaient de jour en jour, et le 27 avril, à 16h, entouré de son épouse et des membres de sa famille, il s'est éteint doucement. » Alors, deuxième aspect important aussi dans la reconstruction des liens sociaux, ses relations avec les autres et aussi donc avec la société. Alors, les relations avec les autres, c'est le cas aussi, on l'a vu pour l'intime, ont commencé d'abord donc au sein de l'univers hospitalier. Albert Jugon a reçu notamment la visite de personnalités locales, le couvrant de présents, de gâteaux, de chocolat qu'il a partagé avec ses compagnons, et l'aspect très spectaculaire de sa blessure a sans doute incliné aussi les visiteurs à lui témoigner toute leur compassion. Albert Jugon a suscité également chez ses camarades de chambrée une affection importante. Son niveau d'études l'autorisait notamment à assurer des tâches de secrétariat, rédigeant donc des lettres, mais aussi aidant aux démarches de recherche de renseignements, aux demandes de permission, et c'est notamment avec ses compagnons de l'hôpital de Bordeaux qu'il a partagé en septembre 1915, quelques mois après sa blessure, un moment de reconnaissance de la nation pour sa conduite à la guerre et pour l'atteinte reçue. Donc c'est une cérémonie donc, de remise de décoration qui s'est accompagnée d'une prise d'armes, je cite Jugon, assez grandiose, et donc une cinquantaine de blessés l'ont accompagné à l'occasion de cette remise de décoration parmi la foule assez nombreuse qui l'a acclamé et qui ont acclamé donc les blessés. Alors, cette cérémonie de reconnaissance trouve son prolongement au sortir de la guerre, lorsqu'avec d'autres compagnons d'infortune, Albert Jugon est convié donc à assister à la cérémonie de signature du traité de paix à Versailles, et à l'occasion donc la photographie carte postale des 5 gueules cassées, donc fixe à jamais pour l'histoire le visage d'Albert Jugon. Donc il est le deuxième à partir de la droite, le profil le moins atteint tourné vers l'objectif du photographe, l'œil artificiel à droite, donc restant figé et mi-clos. Donc la photographie, on voit en fait, se lie à l'inverse
de la lecture occidentale, donc de la droite vers la gauche. Les défigurés mettant en avant ici aussi les décorations portées sur le côté gauche de leur uniforme. Donc, elle insiste, donc, cette photographie, sur les décorations reçues, tout en gardant un peu dans l'ombre la marque de la guerre sur leur visage. Alors, quelques instants après ce cliché, c'est une caméra qui les a saisis à l'issue de l'événement et au cours duquel, selon l'un d'eux, ils ont fait véritablement sensation. Alors c'est Clémenceau donc, qui est à l'initiative de leur présence à la cérémonie. Il a pris contact, donc Clémenceau, avec le médecin-chef du service, ce qu'on appelle du service des faciaux au Val-de-Grâce, donc Léon Dufourmentel, avant de désigner donc, une délégation de 5 blessés. Donc plus de 200 blessés se trouvaient encore à ce moment-là soignés au Val-de-Grâce, et le choix donc, du médecin-chef s'est porté donc, sur le plus ancien, Albert Jugon. Et c'est Albert Jugon donc, qui a choisi, parmi ces blessés, 4 autres frères de souffrance qu'on retrouve donc, sur la carte postale. Donc, le président du Conseil aurait placé donc, ces 5 mutilés de manière à ce que tous les signataires, donc en particulier les Allemands, ne puissent les éviter et soient contraints donc, de passer devant eux avant de rejoindre la table où se trouvait donc, le traité. Alors, certains comptes rendus de la cérémonie attribuent également à Clémenceau quelques phrases faisant du traité de paix donc, la récompense des souffrances endurées par les mutilés. Alors, à noter que la presse s'est tournée quasi exclusivement vers les défigurés, tant l'aspect à la fois inédit et spectaculaire de leur mutilation a retenu donc l'attention des journalistes, alors que d'autres catégories de mutilés étaient présentes donc, à la cérémonie. Alors, une telle présence à la cérémonie du traité de Versailles, donc le 28 juin 1919, témoigne aussi d'une reconnaissance de la nation, de même on l'a dit pour le défilé de la victoire, mais ces cérémonies de la victoire n'ont d'autre valeur que réparation morale. En effet, la société de l'après-guerre se montre peu soucieuse des blessés, du sort des blessés, qui rappelait, et dans certains cas révélait, la brutalité de l'expérience de guerre. Alors, loin donc de toute surexposition, la nécessité donc s'est fait sentir de mettre en place une sociabilité spécifique à destination donc, des anciens combattants défigurés. Une solidarité très forte entre défigurés est née dans l'enceinte des différents centres spécialisés, et en ce sens, dès février 1916, Albert Jugon évoquait donc la nécessité de mettre en place un foyer pour ses compagnons. Albert Jugon, donc, on l'a dit, n'a quitté l'hôpital du Val-de-Grâce que bien après le 11 novembre. Il a préféré donc rester dans l'enceinte hospitalière en tant qu'infirmier et ses compagnons. Et donc sa démobilisation, fin juin 1920, le laisse, lui et d'autres défigurés, dans une grande détresse à la fois morale et physique. Donc à ce moment-là, il se réfugie chez sa mère, et quelques jours plus tard seulement, donc, Jugon se retrouve avec de nombreux autres défigurés dans un centre de réforme, en attendant là donc, pendant plusieurs heures, sinon plusieurs jours, pour obtenir donc, une revalorisation de leur pourcentage d'invalidité. Et dans l'un de ces centres, donc, il y croise, on le reconnaît donc à gauche, Bien-Aimé Jourdain, lui aussi donc grand blessé de la face, que l'on retrouve donc à droite sur la photo donc, de droite, avec le bandeau donc, qui cachait sa mutilation. Et entre eux donc naît une très profonde amitié. Et donc c'est à ce moment-là que Jugon donc, lui expose son idée d'une amicale pour les blessés de la face, et pour pouvoir donc se retrouver, se soutenir aussi, et donc pour donner forme à ce projet, donc il décide donc de se réunir en juin 1921, d'abord pour créer donc un comité provisoire, puis donc véritablement l'association, donc l'Union des blessés de la face. Alors la précocité donc de la création de cette première association spécialisée en fonction de la nature de la blessure témoigne donc de l'impérieux besoin de s'entraider, mais aussi de se retrouver ensemble. Et en ce sens, nul doute
que l'association a joué pour beaucoup un rôle de substitut au cercle familial dans les cas de défaillance ou de complément social indispensable. Alors, dans la mise en place d'une structure pour se retrouver entre gueules cassées et fonder ainsi une autre famille, on peut déceler aussi le désir de se retrouver entre défigurés, après une expérience incommunicable qui est celle de la défiguration. Peut-être doit-on y voir aussi la volonté de transposer dans le temps de paix l'expérience de sociabilité vécue longuement au sein des différents lieux de reconstruction pendant la guerre. Alors, le parcours de Jugon, après la création de l'Union des blessés de la face, se confond avec celui de l'association. Et il paraît difficile de le saisir en le séparant d'un tel cadre. Le blessé, donc Albert Jugon, a repris son travail d'employé de banque, qui était le sien avant la guerre, conjuguant donc ce dernier avec ses activités de trésorier de l'association. Et quelques temps après, il s'est installé à Paris, rue de la Fidélité, dans le 10e, avec celle qu'il venait d'épouser comme fleuriste. Et l'on trouve de nombreux encarts publicitaires vantant donc les fleurs naturelles de Jugon dans les bulletins de l'association. Évidemment, cette activité l'amenait à se confronter à l'autre quotidiennement. Alors, ce qui lui a importé à lui et à d'autres membres donc, de l'association, c'est le dénuement dans lequel donc, certains d'entre eux se sont retrouvés après la guerre, et qui a incité Albert Jugon notamment à prévoir un lieu où ils pourraient être accueillis et surtout vivre ensemble. Donc son vœu, en fait, a été comblé en 1927 par l'acquisition du château de Moussy-le-Vieux, qui se trouve pas très loin d'ici, près de la Martin-en-Gouel, et en 1935 avec l'acquisition d'une autre maison, cette fois-ci dans le sud, au Coudon. Et évidemment, on peut attribuer à ces maisons un caractère de refuge, mais qui s'inscrit aussi dans la sociabilité née dans les lieux hospitaliers. Alors, l'autre grande question donc, occupant Albert Jugon et les membres de l'association a trait donc, à la reconnaissance de la spécificité de leur mutilation, donc la défiguration. Et ce préjudice, en fait, n'a été reconnu que tardivement, en 1925, après une longue bataille juridique menée donc, par l'association. Alors, il faut savoir qu'Albert Jugon, donc, pour l'ensemble de ces mutilations, a bénéficié donc, d'une réforme définitive numéro 1, avec une pension permanente à 100% et une suspension, ce qu'on appelle une suspension de 10%, décidée donc, par cette commission de réforme. Donc c'est un discours, ce discours associatif est avant tout un discours très revendicatif, et la question de la revalorisation de leur pension apparaît donc de manière récurrente jusqu'à très récemment. Alors pour conclure, je dirais qu'il ne s'agit pas de nier les difficultés qui se sont posées au retour de la guerre, surtout au sortir de l'hôpital, mais à l'exemple d'Albert Jugon, l'immense majorité d'entre eux se sont réinsérés dans la société civile. Comme Jugon, ils ont su reconstruire des liens sur le plan intime et sur le plan professionnel. Et les gueules cassées donc, sont parvenus, dans l'immense majorité d'entre eux, à surmonter les obstacles inhérents à leur mutilation, même si la lutte a été pour beaucoup d'entre eux quotidienne. Et l'association a joué un rôle très important ici en maintenant donc, la solidarité, la fraternité née donc, dans les centres spécialisés et en offrant aux uns et aux autres, en particulier aux plus démunis, des droits à une pension décente en rapport avec le préjudice subi, un emploi et aussi un refuge à travers ces maisons. Voilà, je vous remercie. Albert Jugon, vous aviez développé dans le dernier livre l'exemple de Jason Mayer, un soldat de la guerre d'Afghanistan, et vous aviez expliqué que l'équitation avait joué un rôle important dans le processus de reconstruction. Je voulais savoir si pour la Première Guerre, vous avez des exemples similaires où le sport joue un rôle. Non, hélas, il n'y a aucune prise en charge. La prise en charge des gueules cassées de 14-18 relève de leur propre initiative. Et l'association, là, a joué un rôle considérable.
Mais dans le cas de Jason R, c'est quand même un cas très, très récent. Hein, et l'équithérapie, c'est quand même des thérapeutiques qui sont quand même aussi très récentes. Et qui s'appliquent au cas anglo-saxon. Je n'ai pas d'exemple équivalent dans le cas français. Comment a été acheté l'OUPSI? Par quel procédé? Essentiellement des dons et des legs, et surtout par l'argent d'une... La loterie nationale? Non, d'une américaine, en fait. La loterie nationale intervient après, c'est à la fin des années 20, où donc l'association elle a eu la riche idée, hein, sans mauvais jeu de mots, de s'associer à la loterie nationale, et donc ils bénéficiaient, je crois que c'était un dixième ou un neuvième de la loterie nationale. Et donc ce qui en fait aujourd'hui, puisque ça vaut toujours aujourd'hui, l'association la plus riche de France, mais ils ont bénéficié à côté de cet apport de nombreux biens, de nombreux legs, notamment le siège de l'association qui se trouve à Paris dans le 8e, qui est aussi un don. Donc ils ont bénéficié d'une forme de compassion, de reconnaissance aussi de la mutilation subie. Et ils ont renégocié récemment avec la Française des Jeux, c'est un peu moins que ça maintenant, mais ça reste une belle somme. Oui, je pense qu'ils n'attendent plus après. De quand date l'expression gueule cassée? C'est vraiment du début de la guerre ou c'est non, ça intervient après la guerre, et c'est le colonel Picot donc, qui s'était vu refuser l'entrée à une réunion donc, où se trouvaient d'autres associations, qui a eu l'idée de forcer le passage en avançant gueule cassée. Et donc c'est eux-mêmes qui se sont donc appliqués cette appellation, qui est aujourd'hui largement diffusée au point que l'on ne retrouve plus les autres mutilés, qui écrasent un peu les autres.